L'écriteau, sur le mur, semblait bouger comme si Ewing le voyait à travers une nappe mouvante d'eau chaude. Son regard devint fixe, ses paupières se mirent à clignoter, et l'écriteau s'inscrivit en lettres de feu sur l'écran obscur. Société DinoShot, partie de chasse dans le passé, nous vous transportons, vous le tuez. Un jet de flegme chaud s'amassait dans la gorge d'Ewing, il se racla la gorge et le cracha. Les muscles autour de sa bouche se crispèrent en un sourire pendant qu'il levait lentement la main et qu'au bout de ses doigts voltait un chèque d'1 million de dollars qu'il tendit à l'homme assis derrière le guichet. « Garantissez-vous qu'on en revienne vivant ?»« Nous ne garantissons rien, » répondit l'employé. « Sauf les dinosaures. » Il se retourna. « Voici Monsieur Taylor, votre guide dans le passé. Il vous dira sur quoi et quand il faut tirer. S'il vous dit de ne pas tirer, il ne faut pas tirer. Si vous enfreignez les instructions, il y a une pénalité de 100 000 $ à payer ferme, peut-être aussi des poursuites gouvernementales à votre retour. » Ewing jeta un regard à l'autre bout de la grande pièce sur l'amas de boîtes et de fils d'acier bourdonnant enchevêtrés comme des serpents sur ce foyer de lumière qui lançait des éclairs tantôt orange, tantôt argentés, tantôt bleus. On entendait un crépitement pareil à un feu de joie, brûlant le temps lui-même, les années, le parchemin des calendriers, les heures empilées et jetées au feu. Le simple contact d'une main aurait suffi pour que ce feu, en un clin d'œil, fasse un retour sur lui-même. Ewing se rappela le topo de la notice qu'on lui avait envoyée, au-dessus de sa lettre. Hors de l'ombre et des cendres, de la poussière et de la houille, pareil à des salamandres dorées, les années anciennes, les années de jeunesse devaient rejaillir, des roses embaumer l'air à nouveau, les cheveux blancs redevenir d'un noir de jet, les rides s'effacer, tous et tout retourner à l'origine. Fuir la mort à reculons, se précipiter vers leur commencement, les soleils se lever à l'ouest et courir vers de glorieux couchers à l'est. Les lunes croître et décroître contrairement à leurs habitudes, toutes les choses en fait s'emboîter l'une dans l'autre comme des coffrets chinois. Les lapins rentrer dans les chapeaux, tous et tout revenir en arrière, du néant qui suit la mort passer au moment même de la mort, puis à l'instant qui l'a précédé, retourner à la vie vers le temps d'avant les commencements. Un geste de la main pouvait le faire, le moindre attouchement. Enfer et damnation, soupira Ewing, son mince visage éclairé par l'éclat de la machine, une vraie machine à explorer le temps. Il secoua la tête. Mais j'y pense. Si hier, les élections avaient mal tourné, je devrais être ici actuellement en train de fuir les résultats. Dieu soit loué, Livingston a vaincu. Ce sera un fameux président des États-Unis. Oh oui, approuva l'homme derrière le guichet. Nous l'avons échappé belle. Si Freeze avait vaincu, nous aurions la pire des dictatures. Il est l'ennemi de tout. Il est militariste, antéchrist, hostile à tout ce qui est humain ou intellectuel. Des tas de gens sont venus nous voir, ici, pour rire, soi-disant. Mais en fait, c'était sérieux, dans le fond. Il disait que si Freeze devenait président, il préférerait mieux aller vivre en 1492. Évidemment, ce n'est pas notre métier de faire des caravanes de sauvetage, mais bien de préparer des parties de chasse. De toute façon, nous avons à présent Livingston comme président, donc tout ce que vous avez à vous préoccuper aujourd'hui, c'est de chasser mon dinosaure, conclut Ewing à sa place. Un Tyrannosaurus Rex, le lézard du tonnerre, le plus terrible monstre de l'histoire. Signez ce papier-là, quoi qu'il arrive. Nous ne sommes pas responsables. Ces dinosaures sont affamés. Ewing se fâcha tout rouge. Vous essayez de me faire peur ? Franchement ? Oui. Nous ne voulons pas de gars en proie à la panique dès le premier coup de fusil. 6 guides ont été tués l'année dernière et une douzaine de chasseurs. Nous sommes ici pour vous fournir l'émotion la plus forte qu'ait jamais demandé un vrai chasseur, pour vous emmener 60 millions d'années en arrière, pour vous offrir la plus extraordinaire partie de chasse de tous les temps. Alors votre chèque est encore là, déchirez-le. Ewing regarda longuement le chèque, ses doigts se crispèrent. Allez, bonne chance, dit l'homme derrière son guichet. Monsieur Taylor, emmenez-le. Ils traversèrent silencieusement la pièce, emportant leurs fusils vers la machine, vers la masse argentée, vers la lumière vombrissante. Pour commencer un jour et puis une nuit, et puis encore un jour, et une nuit encore, puis ce fut le jour, la nuit, le jour, la nuit, le jour, une semaine, un mois, une année, une décade, 2055 après Jésus-Christ, 2019, 1999, 1957, les voilà partis, la machine vombrissait. Ils mirent leur casque à oxygène et vérifièrent les joints.
Ewing, secoué sur sa chaise rembourrée, avait le visage pâle, la mâchoire contractée. Il sentait les trépidations dans ses bras et en baissant les yeux, il vit ses mains raidies sur son nouveau fusil. Il y avait 4 hommes avec lui dans la machine. Taylor, le guide principal, son aide Adams, et 2 autres chasseurs, Smith et Miller. Ils se regardaient les uns et les autres, et les années éclataient autour d'eux. Ewing s'entendit dire « Est-ce que ces fusils peuvent au moins tuer un dinosaure ?» Taylor répondit dans son casque radio « Si vous le visez juste, certains dinosaures ont 2 cerveaux, l'un dans la tête, l'autre loin derrière, dans la colonne vertébrale. Ne vous en préoccupez pas, c'est au petit bonheur la chance. Visez les 2 premières fois les yeux, aveuglez-le si vous pouvez, puis occupez-vous du reste. » La machine ronflait, le temps ressemblait à un film déroulé à l'envers. Des soleils innombrables couraient dans le ciel, suivis par 10 millions de lunes. Bon Dieu, dit Ewing, le plus grand chasseur qui ait jamais vécu nous envierait aujourd'hui. Quand on voit cela, l'Afrique ne vaut pas plus que l'Illinois. La machine ralentit. Le vacarme qu'elle faisait se transforma en murmure. Elle s'arrêta. Le soleil se fixa dans le ciel. Le brouillard qui avait entouré la machine se dispersa. Et ils se trouvèrent dans des temps anciens, très anciens en vérité, 3 chasseurs et 2 guides avec leurs fusils d'acier posés sur leurs genoux. « Le Christ n'est pas encore né, » dit Taylor. « Moïse n'est pas encore monté sur la montagne pour y parler avec Dieu. Les pyramides sont encore dans les carrières attendant qu'on vienne les tailler et qu'on les érige. Pensez un peu, Alexandre, César, Napoléon, Hitler, aucun d'eux n'existe encore. » D'un signe de tête, les hommes approuvèrent. « Ceci, c'est la jungle, d'il y a 60 millions d'années avant le président Livingstone. » Il montra une passerelle métallique qui pénétrait dans une végétation sauvage, par-dessus les marais, fumant de vapeur, parmi les fougères géantes et les palmiers. Et cela, c'est la passerelle posée à 6 pouces au-dessus de la terre. Elle ne touche ni fleurs, ni arbres, pas même un brin d'herbe. Elle est construite dans un métal anti-gravitation. Son but est de vous empêcher de toucher quoi que ce soit de ce monde du passé. Restez sur la passerelle. Ne la quittez pas. Je répète, ne la quittez pas sous aucun prétexte. Si vous tombez en dehors, vous aurez une amende. Et ne tirez sur aucun animal, à moins qu'on vous dise quand vous pouvez le faire. Pourquoi ? Demanda Ewing. Ils étaient dans la plus ancienne des solitudes. Des cris d'oiseaux lointains arrivaient sur les ailes du vent, et il y avait une odeur de goudron, de sel marin, d'herbes moisies et de fleurs couleur de sang. Nous n'avons pas envie de changer le futur. Nous n'appartenons pas à ce passé. Le gouvernement n'aime pas trop nous savoir ici. Nous devons payer de sérieux pots de vin pour garder notre autorisation. Une machine à explorer le temps est une affaire sacrément dangereuse. Si on l'ignore, on peut tuer un animal important, un petit oiseau, un poisson, une fleur même, et détruire du même coup un chaînon important d'une espèce à venir. Ce n'est pas très clair, dit Ewing. Bon, supposons qu'accidentellement nous détruisons une souris ici. Cela signifie que nous détruisons en même temps tous les descendants futurs de cette souris. C'est clair ? C'est clair. Et tous les descendants des descendants des descendants de cette souris aussi. D'un coup de pied malheureux, vous faites disparaître une, puis une douzaine, 1 millier, 1 million de souris à venir. Bon, disons qu'elles sont mortes. Approuva Ewing. Et puis Taylor haussa tranquillement les épaules. Eh bien, qu'arrivera-t-il des renards qui ont besoin de ces souris pour vivre ? Privés de la nourriture que représentent 10 renards, un lion meurt de faim. Un lion de moins et toutes sortes d'insectes. Des aigles, des millions d'êtres minuscules sont voués à la destruction, au chaos. Et voici ce qui pourrait arriver 55 millions d'années plus tard. Un homme des cavernes, un parmi une douzaine dans le monde entier, va chasser pour se nourrir, un sanglier ou un tigre. Mais vous, cher ami, vous avez détruit tous les tigres de cette région, en tuant une souris, et l'homme des cavernes meurt de faim. Et cet homme des cavernes n'est pas un homme parmi tant d'autres. Non, il représente toute une nation à venir. De ses entrailles peut naître 10 fils. Et ceux-ci auraient pu, à leur tour, avoir une centaine de fils à eux tous. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une civilisation naisse, détruisez cet homme. Et vous détruisez une race, un peuple, toute une partie de l'histoire de l'humanité. C'est comme si vous égorgiez quelques-uns des petits-fils d'Adam. Le poids de votre pied sur une souris peut déchaîner un tremblement de terre dont les suites peuvent ébranler jusqu'à leur base notre terre et nos destinées dans les temps à venir. Un homme des cavernes meurt à présent et des millions d'hommes qui ne sont pas encore nés périssent dans ses entrailles. Peut-être Rome n'existera-t-elle jamais sur ces 7 collines, peut-être l'Europe restera-t-elle pour toujours une forêt vierge, et seule l'Asie se peuplera, deviendra vigoureuse et féconde, écrasez une souris. Et vous démolissez les pyramides, marchez sur une souris, vous laissez votre empreinte, telle une énorme crevasse pour l'éternité.
La reine Elisabeth pourrait ne jamais naître. Washington ne jamais traverser les États-Unis. Les États-Unis ne jamais figurer sur aucune carte géographique. Aussi, prenez garde, Ewing. Restez sur la passerelle. Ne faites pas un pas dehors. Écraser une petite plante de rien du tout peut avoir des conséquences incalculables. Une petite erreur ici peut faire boule de neige et avoir des répercussions disproportionnées dans 60 millions d'années. Évidemment, notre théorie peut être fausse. Peut-être n'avons-nous aucun pouvoir sur le temps. Peut-être encore le changement que nous provoquerions n'aurait-il lieu que dans des détails plus subtils. Une souris morte ici peut provoquer ailleurs le changement d'un insecte, un déséquilibre dans les populations à venir, une mauvaise récolte, un jour lointain, une balance économique déficitaire, une famine et finalement changer l'âme même d'une société à l'autre bout du monde. Ou bien quelque chose de plus subtil encore, un souffle d'air plus doux, un murmure, un rien pollen égaré dans l'air, une différence si légère qu'on ne pourrait s'en apercevoir à moins d'avoir le nez dessus. Qui sait? Qui peut, honnêtement, se vanter de le savoir? Nous l'ignorons. Nous n'en sommes qu'à des conjonctures. Mais tant que nous nageons dans l'incertitude sur la tempête ou le léger frémissement que peut créer notre incursion dans le temps, nous devons être bougrement prudents. Cette machine, cette passerelle, vos habits ont été stérilisés, votre peau désinfectée avant le départ. Nous portons ces casques à oxygène pour qu'aucune des bactéries que nous pourrions transporter ne risque de pénétrer dans ce monde du passé. Comment savoir dans ce cas sur quels animaux tirer? Ils ont été marqués à la peinture rouge. Aujourd'hui, avant notre départ, nous avons envoyé Adams avec la machine ici. Il nous a précédés dans cette époque du passé et a suivi à la trace quelques-uns des animaux. Vous voulez dire qu'il les a étudiés? C'est cela même, approuva Adams. Je les ai observés tout au long de leur existence. Peu vieux en fait, j'ai noté leur saison d'amour, rare. Leur vie est courte. Quand j'en ai trouvé un qui allait être écrasé par la chute d'un arbre, ou alors qui allait se noyer dans une mare de goudron, je notais l'heure exacte, la minute, la seconde en fait. Je lançais sur lui une cartouche de peinture, elle laissait une grosse tache sur sa peau, impossible de pas le voir. Puis j'ai calculé le moment de notre arrivée dans le passé pour que nous puissions rencontrer le monstre 2 minutes à peine avant l'heure, où de toute façon il devait mourir. Nous tuons ainsi seulement des animaux déjà sacrifiés qui ne devaient plus se reproduire. Vous voyez jusqu'où nous poussons la prudence? Mais si vous n'êtes revenu que ce matin dans le déroulement du temps, vous avez dû être projeté, télescopé à travers nous, à travers notre groupe sur le chemin du retour. Comment tout cela a-t-il tourné? Notre expédition a-t-elle réussi? Avons-nous réussi à nous en tirer tous indemnes? Taylor et Adams échangèrent un regard. Ce serait un paradoxe. Le temps ne souffrirait pas un tel gâchis. La rencontre d'un homme avec lui-même, en fait, lorsque de telles possibilités se présentent, le temps fait un écart sur lui-même. Comme un avion s'écarte de sa trajectoire en rencontrant une poche d'air. Avez-vous senti la machine faire un bond juste au moment où elle s'arrêtait? C'était nous-mêmes, nous croisons sur le chemin du retour. Nous n'avons rien vu. Il serait impossible de dire si notre expédition a été un succès, si nous avons réussi à tuer notre monstre, ou si nous avons réussi tous, je pense spécialement à vous, monsieur Ewing, à nous en tirer vivants. Ewing sourit sans enthousiasme. Assez là-dessus. Coupa court Taylor. Tout le monde debout. Ils étaient prêts à quitter la machine. La jungle autour d'eux était haute et vaste, et le monde entier n'était qu'une jungle pour l'éternité. Des sons s'entrecroisaient, formant comme une musique, et le ciel était rempli de lourdes voiles flottantes. C'étaient des ptérodactyles, s'élevant sur leurs grandes ailes grises, chauves-souris gigantesques, échappés d'une nuit de délire et de cauchemar. Ewing se balançait sur l'étroite passerelle, pointant son fusil ici et là en matière de jeu. « Arrêtez ça !» s'écria Taylor. « Ce n'est pas une plaisanterie à faire, si par malheur votre fusil partait. » Ewing devient écarlate. « Je ne vois toujours pas notre tyrannosaure. » Adams regarda sa montre. « Préparez-vous, nous allons croiser sa route dans 60 secondes. Faites attention à la peinture rouge, pour l'amour de Dieu. Ne tirez pas avant que nous vous fassions signe. Restez sur la passerelle, restez sur la passerelle. » Ils avancèrent dans le vent du matin. Étrange, murmura Ewing. À 60 millions d'années d'ici, le jour des élections présidentielles est passé, Livingstone est élu président, et tout cela n'existe même plus. Toutes les choses pour lesquelles nous nous sommes fait du souci pendant des mois, toute une vie durant, ne sont pas encore nées. C'est presque impensable. Soyez sur vos gardes, commanda Taylor. Premier à tirer, vous, Ewing. Second, Smith. Troisième, Miller. J'ai chassé le tigre, le sanglier, le buffle, l'éléphant, mais cette fois d'où Jésus, ça y est, s'exclama Ewing. Je tremble comme un gosse. Stop, fit Taylor. Ils s'arrêtèrent. Taylor leva la main. Devant nous, dans le brouillard, il est là, Sa Majesté le tyrannosaure. La vaste jungle était pleine de gazouillements, de bruissements, de murmures et de soupirs. Et soudain, tout se tut, comme si quelqu'un avait claqué une porte. Le silence,
Un coup de tonnerre sortant du brouillard à une centaine de mètres. Le tyrannosaure avançait. Il arrivait, planté sur d'énormes pattes, à larges enjambées, bondissant lourdement. Il dépassait d'une trentaine de pas la moitié des arbres, gigantesque divinité maléfique, portant ses délicates pattes de devant repliées contre sa poitrine huileuse de reptile. Par contre, chacune de ses pattes de derrière était un véritable piston, une masse d'os pesant 1000 livres, enserrée dans un réseau de muscles puissants, recouverte d'une peau caillouteuse et brillante, semblable à l'armure d'un terrible guerrier. Chaque cuisse représentait un poids d'1 tonne de chair d'ivoire et de mailles d'acier, et de l'énorme cage thoracique sortaient ses 2 pattes délicates qui se balançaient devant lui, terminées par de vraies mains qui auraient pu soulever des hommes comme des jouets, pendant que l'animal aurait courbé son cou de serpent pour les examiner. Et la tête elle-même était une pierre sculptée d'au moins 1 tonne, portée allègrement dans le ciel. La bouche béante laissait voir une rangée de dents acérées comme des poignards. L'animal roulait ses yeux grands comme des œufs d'autruche, vides de toute expression, si ce n'est celle de la faim. Il ferma sa mâchoire avec un grincement de mort. Il courait, les os de son bassin écrasant les buissons, déracinant les arbres, ses pattes enfonçant la terre molle, y imprimant des traces profondes de 6 pouces. Il courait d'un pas glissant, comme s'il exécutait une figure de ballet, incroyablement rapide et agile pour ses 10 tonnes. Il avança prudemment dans cette arène ensoleillée, ses belles mains de reptile prospectant l'air. Mon Dieu! Ewing se mordit les lèvres. Il pourrait se dresser sur ses pattes et saisir la lune. Chut! Fit Taylor encore furieux. Il ne nous a pas encore vus. On ne pourra jamais le tuer. Ewing prononça ce verdict calmement, comme si aucun argument ne pouvait lui être opposé. Le fusil dans sa main lui semblait une arme d'enfant. Nous avons été fous de venir, c'est impossible. Taisez-vous enfin! Souffla Taylor. Mais quel cauchemar! Allez-vous-en! Ordonna Taylor. Allez tranquillement dans la machine. Nous vous rendrons la moitié de votre argent. Je n'aurais jamais pensé qu'il fût si grand. Dit Ewing. Je me suis trompé, je veux partir d'ici. Il nous a vus. La peinture rouge est bien sur sa poitrine. Le lézard du tonnerre se dressa sur ses pattes. Son armure brillait de 1000 éclats verts métalliques. Dans tous les replis de sa peau, la boue gluante fumait de petits insectes y grouillaient de telle façon que le corps entier semblait bouger et onduler même quand le monstre restait immobile. Il l'empestait. Une puanteur de viande pourrie se répandit sur la savane. Sortez-moi de là! S'écria Ewing. Je n'ai jamais été dans cet état. Je savais toujours que je m'en sortirais vivant, mais j'avais des bons guides. C'était des vraies parties de chat, j'avais confiance. Cette fois-ci, j'ai mal calculé. Je suis hors jeu. Je le reconnais, je suis hors jeu. C'est plus que je pourrais supporter. Ne vous affolez pas. Retournez sur vos pas. Attendez-nous dans la machine. Ewing semblait engourdi. Il regardait ses pieds comme s'ils étaient rivés au sol. Il poussa un gémissement d'impuissance. Ewing! Il fit quelques pas, tâtonnant comme un aveugle. Pas par là! Le monstre, dès qu'il les vit bouger, se jeta en avant, en poussant un terrible cri. En 4 secondes, il couvrit une centaine de mètres. Les hommes visèrent aussitôt et firent feu. Un souffle puissant sortit de la bouche du monstre, les plongeant dans une puanteur de bave et de sang décomposé. Il rugit et ses dents brillèrent au soleil. Ewing, sans se retourner, marcha comme un aveugle vers le bout de la passerelle, traînant son fusil dans sa main. Il descendit de la passerelle et marcha, sans même s'en rendre compte, dans la jungle. Ses pieds s'enfonçaient dans la mousse verte, il se laissait porter par eux et il se sentit seul et loin de tout ce qu'il laissait derrière lui. Les carabines tirèrent à nouveau, leur bruit se perdit dans le vacarme de tonnerre que faisait le lézard. Le levier puissant de la queue du reptile se mit en marche, balaya la terre autour de lui. Les arbres explosèrent en nuages de feuilles et de branches. Le monstre étendit ses mains presque humaines pour étreindre les hommes, les tordre, les écraser comme des baies, les fourrer entre ses mâchoires pour apaiser son gosier gémissant. Ses yeux globuleux étaient à présent au niveau des hommes. Ils pouvaient s'y migrer dedans. Ils firent feu sur les paupières métalliques, sur l'iris d'un noir luisant. Comme une idole de pierre, comme une avalanche de rochers, le tyrannosaure s'écroula. Avec un terrible bruit, arrachant les arbres qui l'avaient étreint, arrachant et tordant la passerelle d'acier. Les hommes se précipitèrent en arrière. Les 10 tonnes de muscles de pierre heurtèrent la terre. Les hommes firent feu à nouveau. Le monstre balaya encore une fois la terre de sa lourde queue, ouvrit ses mâchoires de serpent et ne bougea plus. Un jet de sang jaillit de son gosier. À l'intérieur de son corps, on entendit un bruit de liquide. Ses vomissures trempaient les chasseurs. Il est resté immobile, luisant de sang. Le tonnerre avait cessé.
La jungle était silencieuse. Après l'avalanche, la calme paix des végétaux. Après le cauchemar, le matin. Smith et Miller s'étaient assis sur la passerelle et vomissaient. Taylor et Adams, debout, leurs carabines encore fumantes, juraient ferme. Dans la machine, face contre terre, Ewing, couché, tremblait. Il avait retrouvé le chemin de la passerelle, était monté dans la machine. Taylor revint lentement, jeta un coup d'œil sur Ewing, prit du coton hydrophile dans une boîte métallique, retourna vers les autres, assis sur la passerelle. « Nettoyez-vous !» Ils essuièrent le sang sur leur casque. Eux aussi, ils commencèrent à jurer. Le monstre gisait, montagne de chair compacte. À l'intérieur, on pouvait entendre des soupirs et des murmures pendant que le grand corps achevait de mourir. Les organes s'enrayaient. Des poches de liquide achevaient de se déverser dans des cavités. Tout finissait par se calmer, par s'éteindre à jamais. Cela ressemblait à l'arrêt d'une locomotive noyée ou à la chaudière d'un bateau qu'on a laissé s'éteindre, toute valve ouverte coincée. Les os craquèrent, le poids de cette énorme masse avait cassé les délicates pattes de devant, prises sous elle. Le corps s'arrêta de trembler. On entendit un terrible craquement encore. Tout en haut d'un arbre gigantesque, une branche énorme se cassa et tomba. Elle s'écrasa sur la bête morte. Et voilà. Adams consulta sa montre. Juste à temps. C'est la branche qui était destinée dès le début à tomber et à tuer l'animal. Il regarda les deux chasseurs. Voulez-vous la photo trophée ? Vous avez le droit de prendre un témoignage pour le rapporter dans le futur. Le corps doit rester sur place, là où il est mort, pour que les insectes, les oiseaux, les microbes, le trouvent là, en fait, où ils devaient le trouver. Tout à sa place, quoi. Le corps doit demeurer ici. Mais nous, en fait, nous pouvons prendre une photo de vous à ses côtés. Les deux hommes essayèrent de rassembler leurs idées, mais ils renoncèrent, secouant la tête. Ils se laissèrent conduire le long de la passerelle. Ils se laissèrent tomber lourdement sur les coussins de la machine. Ils jetèrent encore un regard sur le monstre déchu, la masse inerte, l'armure fumante à laquelle s'attaquaient déjà d'étranges oiseaux reptiles et des insectes dorés. Un bruit sur le plancher de la machine les fit se redresser. Ewing, assis, continuait à frissonner. « Excusez-moi, » prononça-t-il enfin. « Debout !» lui cria Taylor. Ewing se leva. « Sortez sur la passerelle seul !» Taylor le menaçait de son fusil. Ne revenez pas dans la machine, vous resterez ici. Adam saisit le bras de Taylor. Attends, ne te mêle pas de ça. Taylor secoua la main sur son bras. Ce fils de cochon a failli nous tuer. Mais ce n'est pas ça, diable, non, ce sont ses souliers, regarde-les. Il est descendu de la passerelle. C'est notre ruine. Dieu seul sait ce que nous aurons à payer comme amende. Des dizaines de millions de dollars d'assurance. Nous garantissons que personne ne quitte la passerelle. Et il l'a quitté, sacré idiot. Nous devrons le signaler. Ils peuvent nous enlever notre licence de chasse. Et Dieu seul sait quelle suite cela aura sur le temps, sur l'histoire. Ne t'affole pas. Il n'a fait qu'emporter un peu de boue sur ses semelles. Qu'en sais-tu ? S'écria Taylor. Nous ignorons tous, c'est une sacrée énigme. Sortez, Ewing, sortez. Ewing fouilla dans les poches de sa chemise. Je payerai tout. 1 million de dollars, 100 millions si vous voulez. Taylor jeta un regard vers le carnet de chèques d'Ewing et cracha. Sortez. Le monstre est près de la passerelle. Plongez vos bras jusqu'aux épaules dans sa gueule, puis vous pourrez revenir avec nous. Ça n'a pas de sens. Le monstre est mort, sale bâtard. Les balles. Nous ne pouvons pas laisser les balles derrière nous. Elles n'appartiennent pas au passé, elles peuvent changer quelque chose. Voici mon couteau. Allez les récupérer. La vie de la jungle avait repris. Elle était à nouveau pleine de murmures, de cris d'oiseaux. Ewing se retourna lentement pour regarder les restes de l'animal préhistorique, cette montagne de cauchemars et de terreur. Après un moment d'hésitation, comme un somnambule, il se traîna dehors, sur la passerelle. Il revint en frissonnant 5 minutes plus tard, ses bras couverts de sang jusqu'aux épaules. Il tendit les mains. Chacune refermait un certain nombre de balles d'acier. Puis, il s'écroula. Il resta sans mouvement là où il était tombé. Tu n'aurais pas dû lui faire ça, dit Adams. En es-tu si sûr ? C'est un peu tôt pour en juger. Taylor poussa légèrement le corps étendu. Il vivra, et une autre fois il ne demandera plus à aller à des parties de chasse de ce calibre. Eh bien. Il fit péniblement un geste du pouce vers Adams. Mais en marche, rentrons. Un million d'années, 10 000 ans, 1492, 1776, 1812. Ils se lavèrent les mains et le visage. Ils changèrent leurs chemises et leurs pantalons tachés de sang caillé. Ewing, revenu à lui, debout, se taisait. Taylor le regardait attentivement depuis quelques minutes. « Avez-vous fini de me regarder ?» s'écria Ewing. « Je n'ai rien fait. Qu'en savez-vous ? Je suis descendu de la passerelle, c'est tout, et j'ai un peu de boue sur mes chaussures, que voulez-vous que je fasse ? Me mettre à genoux et prier ? Vous devriez le faire. Je vous avertis, Ewing, je pourrais encore vous tuer. Mon fusil est prêt, chargé. » 1999, 2000, 2055. La machine s'arrêta.
Sortez !» dit Taylor. Il se trouvait à nouveau dans la pièce d'où ils étaient partis. Elle était dans le même état où il l'avait laissée. Pas tout à fait le même cependant. Le même homme était bien assis derrière le guichet, mais le guichet n'était pas tout à fait pareil lui non plus. Taylor jeta un regard rapide autour de lui. « Tout va bien ici ?» fit-il sèchement. « Tout va bien. Bon retour ?» Taylor était tendu. Il paraissait soupeser la poussière dans l'air, examiner la façon dont les rayons de soleil pénétraient à travers la haute fenêtre. « Ça va, Ewing, vous pouvez partir et ne revenez jamais. » Ewing était incapable de bouger. « Vous m'entendez ?» dit Taylor. « Que regardez-vous ainsi ?» Ewing, debout, humait l'air et dans l'air. Il y avait quelque chose, une nuance nouvelle, une variation chimique si subtile, si légère que seul le frémissement de ses sens alerté l'en avertissait. Les couleurs, blanc, gris, bleu, orange, des murs, des meubles, du ciel derrière, les vitres, étaient... On sentait quelque chose dans l'air. Son corps tremblait, ses mains se crispaient. Par tous les pores de sa peau, il sentait cette chose étrange. Quelqu'un, quelque part, avait poussé un de ces sifflements qui ne s'adressent qu'aux chiens, et son être entier se figeait aux écoutes. Hors de cette pièce, derrière ce mur, derrière cet homme qui n'était pas tout à fait le même homme, assis derrière ce guichet qui n'était pas tout à fait le même guichet, il y avait tout un monde d'êtres, de choses. Comment se présentait ce monde nouveau? On ne pouvait le deviner. Il le sentait en mouvement là derrière les murs, comme un jeu d'échecs dont les pièces étaient poussées par un souffle violent, mais un changement était visible déjà. L'écriteau imprimé sur le mur, celui-là même qu'il avait lu tantôt lorsqu'il avait pénétré pour la première fois dans ce bureau, on y lisait « Société d'Inodef, partie de chasse. Choisissez l'animal, nous vous transportons, vous le tuez. » Ewing se laissa choir. Dans un fauteuil, il se mit à gratter comme un fou la boue épaisse de ses chaussures. Il recueillit en tremblant une motte de terre. Non, cela ne peut être. Non pas une petite chose comme celle-ci. Non, ce n'est pas possible. Enchâssé dans la boue, jetant des éclairs verts, or et noirs. Il y avait un papillon, admirable et bel et bien mort. Pas une petite bête pareille, pas un papillon. Une chose exquise tomba sur le sol, une petite chose qui aurait à peine fait pencher une balance, à peine renversé une pièce de domino, puis une rangée de pièces de plus en plus grandes, gigantesques, à travers les années et dans la suite des temps. Ewing sentit sa tête tourner. Non, cela ne pouvait changer les choses. Tuer un papillon ne pouvait avoir une telle importance. Et si pourtant cela était... Il sentit son visage se glacer, les lèvres tremblantes. Il demanda « Qui a vaincu aux élections présidentielles hier ?» L'homme derrière le guichet éclata de rire. « Vous vous moquez de moi, vous le savez bien. Freeze, naturellement. Qui d'autre? En tout cas pas cette sacrée chiffre molle de Livingston. Nous avons enfin un homme à poigne, un homme qui a du cœur au ventre. Et par Dieu... » L'employé s'arrêta. « Mais quelque chose ne va pas ?» Ewing balbutia, tomba à genoux, à quatre pattes, les doigts tremblants. Il cherchait à saisir le papillon doré. « Ne pourrions-nous pas ?» Il essayait de se convaincre lui-même, de convaincre le monde entier, les employés, la machine. Ne pourrions-nous pas le ramener là-bas, lui rendre la vie? Ne pourrions-nous pas recommencer? Ne pourrions-nous pas repartir? Il ne bougeait plus, les yeux fermés, tremblant. Il attendait. Il entendit le souffle lourd de Taylor à travers la pièce. Il l'entendit prendre la carabine, lever le cran d'arrêt, épauler l'arme, et il y eut un coup de tonnerre.